J'ai le très grand plaisir d'accueillir Cédric Clapiche, qui est réalisateur. Et l'un de ses acteurs fétiches, peut-être pas encore, mais ça viendra, Pio Marmaille. Voilà. Alors, je ne vais pas faire la liste de tous les films de Cédric parce que ce serait très long. C'est des films qui ont eu un certain succès, et notamment ce fameux film L'Auberge espagnole qui raconte finalement l'histoire de cette génération marquée par justement ce dispositif Erasmus, génération dont il a raconté un petit peu toute la trajectoire depuis l'auberge espagnole jusqu'à, décidément je vais avoir du mal, l'auberge espagnole jusqu'à le casse-tête chinois. Voilà, j'y suis arrivé. Voilà, et juste... On va s'y habituer, ça va se mettre sur un sommier. Avec son micro, juste pour l'anecdote, j'étais en Iran il y a 3 semaines, un mois, j'étais en mission, et il y a une doctorante iranienne qui me demandait de lui donner quelques films qui puissent représenter un petit peu Paris. Et le premier film qui m'est venu à l'esprit, c'est un film de Cédric Clapiche qui s'appelle « Chacun cherche son chat ». Je ne sais pas si vous avez vu ce très beau film. Et je lui ai conseillé de le voir parce que je trouve que dans ce film, il y a quelque chose de Paris, de son histoire, de son actualité. Et c'est le premier film qui m'est venu à l'idée. Voilà, je vous souhaite un très bon moment en présence de Cédric et de Pio. Et puis j'espère que vous aurez plein de questions à leur poser. Voilà, merci. Excusez-moi, bonjour à tous, bonjour. Donc je suis très heureux de vous accueillir. Je trouve que c'est une bonne rencontre culturelle, surtout comme l'a dit Daniel, c'est vrai que l'auberge espagnole, ça marque quelque chose au niveau d'Erasmus. C'est peut-être vous qui avez donné l'impulsion d'Erasmus grâce à vous. Hein. Donc je voulais vous remercier d'être là et donc remercier l'ensemble des étudiants et du personnel qui sont là pour l'ensemble, le petit ensemble, parce que 23 000 c'est pas ça. On n'a pas voulu, on a limité, hein, parce que 23 000 on n'y arrivait pas. Donc voilà, je voulais tous vous remercier d'être là et j'espère que vous allez faire un bon débat et constructif et instructif. De toute façon, on a passé un petit moment ensemble tout à l'heure et des personnes très très riches que j'ai rencontrées et donc voilà, merci de votre présence. Voilà, merci à tous et bon débat. attention, hein. Celui-là il marche bien. Prends ton micro. Moi, j'en ai pas, hein. Ton micro. Oui, mais mon micro. Prends ton micro. Oui, Adèle, mais mon micro. Prends ton micro. Il marche. Super, merci. Attention, ça va. Allez. Non, mais en fait, c'est mieux sans micro, je pense. Bon, bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre qui est basée sur le thème de la diversité et du voyage. On a l'honneur d'accueillir Cédric Clapiche et Pio Marmaille. Alors, je vais co-animer cette rencontre avec Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Abdelaziz. Alors, présente-nous Oui, alors nos je vais invités. commencer par présenter Pio Marmaille. Donc, vous êtes un acteur français de 33 ans. Vous êtes issu d'un milieu artistique, vous êtes intéressé très tôt au milieu du cinéma. Votre premier film, votre premier film était Didine de Vincent Dietschy en 2008 et vous avez joué la même année le grand frère rebelle dans Le premier jour du reste de ta vie de Raymond Besançon. Ce qui vous vaut d'ailleurs une nomination, une nomination au César du meilleur espoir masculin. Donc on vous retrouve également cette année dans le film de Cédric Clapiche, Ce qui nous lie. Et donc voilà. Merci pour cette présentation. Je vais présenter Cédric Clapiche, même si on ne vous présente plus. Vous êtes né en 1961, vous êtes né à Neuilly, vous êtes parisien. Et vous avez fait de nombreux films qui ont marqué les époques, Le Péri de Jeune, L'Auberge espagnole, etc. Et vous êtes ici avec nous pour parler avec le thème de la diversité
tout ça. Et on va on va parler de votre film L'Auberge Espagnole, votre film le plus marquant. On va diffuser la bande-annonce. Tout a commencé là. Je dois pouvoir t'aider pour te trouver un poste. À Blas Espagnol. Côté Espagne. Ouais, je connais un peu Ibiza. Je suis triste que tu partes. C'est à partir de là que j'ai décidé de partir un an en Espagne. Et vous parlez espagnol? À Blas Espagnol? Alors pour trouver un appartement dans Barcelone, c'est toute une histoire. I'm Italian, German, Danish, English, espagnol. Chaud, cool. J'ai tout de suite adoré cet endroit. Xavier n'est pas la fac? Non, I get it. La fac. I'm going to fac. Au bout d'un moment, la ville à l'auberge s'est organisée. Look! Je t'avais dit que tu viendrais, putain t'exagères, hein? Non, j'ai plus confiance, voilà! Souvent, vous devinez que vous comprenez rien, enfin. Travaux pratiques. Tu la caresses. Non. Tu lui écartes les cuisses. À quoi ça rime? La plupart des femmes ont envie d'être prisonnières. Mais je suis mariée. Tu la calmes. Tu prends ton temps. Ouais. Tu vois, je t'avais dit, toutes des salopes. Moi, la prochaine fois, je te la prends par les cheveux comme ça, je te dirai, t'es un sus, gros salope, tiens. Arrête. Entre Gaulois, faut s'aider, pas vrai? Tout partait en couille. Faudrait que t'amènes ma femme dans les bars glauques du Barcelone Interlope. Ouais, je la dévergonde. Pourquoi ma vie a toujours été un peu de bordel? J'ai besoin de toi, mais tu m'aimes pas, tu m'as jamais aimé tout simplement parce que t'es incapable d'aimer qui que ce soit. Ça a commencé franchement à basculer dans le... Franchement n'importe quoi. C'est pas grave. Ça va mal. Je dors plus, je suis déprimé. J'allais partir le lendemain. J'avais sans doute raté plein de trucs. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je suis comme l'Europe, je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. Any other questions? Vous allez voir, le bâtiment est un peu austère, mais il y a une super ambiance. Voilà pour la bande-annonce du film. Pour vous présenter ce film, on va accueillir un tonnerre d'applaudissements pour Swan Dufaux. Bonjour à tous. Donc moi ici, je suis aujourd'hui ici pour parler de l'Auberge Espagnole. Donc avant tout, comme vous venez de le voir, je vais rappeler un peu de quoi il parle le film. Donc il raconte l'histoire de Xavier, le personnage interprété par Romain Duris. C'est un étudiant français de 25 ans qui part à Barcelone et afin de valider son master en économie et d'apprendre l'espagnol, une langue qui lui est nécessaire pour l'obtention d'un diplôme, d'un poste qu'on lui a promis au ministère des Finances. De là, il quitte sa petite amie Martine, avec qui il vit depuis 4 ans. Et il arrive à Barcelone, il trouve un appartement dans lequel il va vivre avec 6 autres personnes, toutes de nationalités différentes. Une Belge, une Anglaise, une Espagnole, un Italien, un Danois, un Allemand et un Allemand. C'est un film que vous avez réalisé en 2001, mais qui est sorti que le 19 juin 2002. Ce fut un véritable succès commercial, car il comptabilise près de 3 millions d'entrées en France et en Europe. Au niveau des critiques, il a eu d'excellentes critiques dans la presse française. Par exemple, Le Figaro écrivait le 19 juin 2002 que votre film est, je cite, « un signe de reconnaissance à l'amour libre et en filigrane, un message sur l'acceptation des différences. Sans chercher très loin, on peut y trouver de la tolérance, de la générosité et de la fantaisie. Pas mal pour un bric-à-brac européen. » Ou encore Le Parisien, qui écrivait le même jour de votre film que c'est une surprise. Le premier film sur l'Europe existe et c'est une réussite. Vive, réjouissante, naturelle, légère, bien vue, jamais caricaturale. Comme vous le savez, on ne peut pas parler de l'Auberge Espagnole sans pour autant parler d'Erasmus. Comme l'a très bien dit Les Échos le 14 octobre 2017, à l'occasion d'une enquête pour les 30 ans d'Erasmus, le film de Cédric Lapiche a, je cite, contribué à populariser le programme. Les aventures de Xavier ont provoqué une envolée des inscriptions. Et à l'heure actuelle, Erasmus, c'est 9 millions de bénéficiaires. Et vous n'y êtes sûrement pas étranger. Donc j'aimerais vous poser quelques questions. Et tout d'abord, pensiez-vous, en réalisant ce film, qu'il deviendrait l'un des symboles du programme Erasmus? Donc non. Je me souviens quand le film est sorti, il fêtait le millionième étudiant Erasmus. Donc en 2002, il y avait 1 million d'étudiants qui avaient fait le programme. Et quand j'écrivais le scénario, à chaque fois je disais c'est un film sur un étudiant qui fait Erasmus, et tout le monde me disait c'est quoi Erasmus? Et en fait c'était ça
qui était compliqué à l'époque, c'est que personne ne connaissait Erasmus. Donc moi j'avais l'impression que personne n'irait voir le film, parce que je parlais d'un sujet trop particulier, et je me disais il y a très peu de gens, en tout cas en France, qui connaissent le programme, qui font le programme. Et du coup, je pense que le programme lui-même est devenu connu en même temps que le film, et donc il y a eu vraiment quelque chose qui a marché dans les deux sens. Il se trouve que le film a vraiment servi de publicité à Erasmus, enfin, ils m'ont utilisé comme ça dans les années qui ont suivi, et puis je sais qu'il y a eu 2 fois plus de demandes après la sortie du film, donc l'année d'après il y a eu 2 fois plus de demandes que l'année d'avant, donc je pense que le film a vraiment servi à ça. Mais je me doutais pas de ce phénomène, quoi, parce que ça a été un phénomène. Et je croise tout le temps des gens dans la rue, en France ou ailleurs, qui ont fait Erasmus parce qu'ils avaient vu le film. Et c'est assez troublant pour moi qu'un film, en général, un film peut avoir un impact. Les gens peuvent aimer ou pas un film, mais là, ce film-là, il a un impact sur la vie des gens, et ça, c'est assez troublant pour moi. Merci. Et quel était votre but principal, vous, en réalisant ce film ? Le but, c'était... Moi j'ai fait des études à l'étranger, donc je pense que j'ai eu envie de faire ce film parce que après avoir j'ai fait Hippocagne-Cagne, j'ai fait 2 années à la fac à Paris 3, puis à Paris 8, en cinéma. Et ensuite j'ai été 2 ans à New York, où j'ai fait une école de cinéma à New York. Et donc pendant 2 ans, j'ai vécu le fait d'être étranger dans un pays. Et au départ, je voulais faire un film sur ça. Et donc je voulais faire un film sur quelqu'un qui fait une école de cinéma à New York. Et puis, au moment où j'ai voulu commencer à écrire ce scénario, j'ai été à Barcelone voir ma sœur qui faisait Erasmus et qui partageait un appartement avec 5 personnes qui chacun parlait une langue différente. Et du coup, je me suis dit c'est plus intéressant de raconter son histoire que la mienne. Et je pense que ça a été intéressant de décaler les choses. Il y a des choses à moi dans le film qui sont liées à ce que j'ai vécu, mais il y a beaucoup de choses qui sont des choses qui sont issus de la documentation, disons. Avant chaque film, maintenant, je fais vraiment un travail de journaliste ou un travail de documentation. Et du coup, je me suis beaucoup renseigné sur Erasmus, que je ne connaissais pas, et j'ai parlé de l'Europe, et j'ai parlé du fait d'être en colocation avec des gens européens. Et donc, quand j'ai écrit le scénario, je l'ai vraiment séparé de moi, disons. Donc, le film s'est fait comme ça. D'accord, merci. Et dans plusieurs entretiens, vous avez indiqué qu'il vous serait compliqué de réaliser ce film à l'heure actuelle. Pourquoi ? Juste parce que l'image de l'Europe, elle a changé. C'est-à-dire que... Et elle change chaque année, parce que je pense qu'au moment du Brexit, par exemple, tout le monde disait c'est la fin de l'Europe. Je crois que plus personne ne le dit aujourd'hui. Donc déjà, par rapport à... C'est quoi, il y a 2 ans, le Brexit... voilà, il y a quelque chose en tout cas qui fait que l'image de l'Europe, elle change tout le temps. Que quand moi j'ai fait l'auberge espagnole, il y avait encore des francs et des pesetas, il n'y avait pas encore l'euro, et quand le film est sorti, juste après, il y a eu l'euro. Donc du coup, il y avait quelque chose de la formation européenne qui était en parallèle avec le film, et je pense que le film raconte un moment où il y avait une croyance énorme dans quelque chose de positif pour l'Europe. Là, je pense qu'avec la crise financière, avec ce qui s'est passé en Grèce, ce qui s'est passé en Espagne, en Italie, enfin dans beaucoup de pays d'Europe où il y a eu la crise, les gens étaient très suspicieux vis-à-vis de l'Europe. Donc il n'y avait pas cette notion d'enthousiasme qui revient peut-être petit à petit maintenant, mais je pense que voilà, l'image de l'Europe en tout cas était vraiment en phase avec le film. Merci beaucoup. Et pour finir ma chronique, j'aimerais avoir l'avis de Pio Marmaille, si vous êtes d'accord. Vous, en tant qu'acteur, qu'est-ce que vous avez pensé de l'auberge espagnole? Est-ce que c'est un film dans lequel vous auriez aimé jouer? Alors à l'époque, je pense que j'avais 9 ans quand il est sorti, donc c'est sûr que pour intégrer le casting, ça aurait été un peu délicat. Sauf si évidemment il aurait été question d'un enfant surdoué, peut-être, qui aurait été catapulté comme ça dans un pays européen, ce qui n'était pas le cas. Mais je pense qu'en revoyant la bande-annonce, c'est vrai que moi c'est un film qui m'a marqué forcément parce que j'étais pas encore étudiant, mais je me suis toujours dit, il y a eu quelques films comme ça que j'ai vus en tant que public où je me suis dit tiens, si jamais je continue dans ma vie et que je deviens acteur ou comédien, je voudrais participer à des projets comme ça parce que c'est des projets qui respirent comme ça quand on les voit, une sorte de gens un groupe de gens qui prennent du plaisir à travailler ensemble, il y a à la fois de l'exigence mais du plaisir à jouer, à inventer des choses quoi. Et je pense qu'effectivement ta démarche n'était pas forcément, enfin, c'est jamais la démarche d'un metteur en scène, je dirais, de bouleverser l'ordre des choses et d'apporter comme ça, autant socialement qu'artistiquement, un geste fort. Mais quand ça devient, c'est-à-dire quand ce film est devenu comme une sorte enfin, tu dis que le nombre d'inscrits a doublé l'année d'après, c'est vrai que c'est
ça dépasse simplement le travail d'acteur et le fait de faire un film. Je pense que c'est devenu une sorte de symbole, quoi. Donc oui, j'en garde un souvenir assez fort quand j'ai vu au cinéma. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci, à bientôt. Je présente, on est encore là quelques minutes. Donc maintenant, nous allons procéder à un petit tirage au sort. Donc, hop. Il est pas sorti. Je vais chercher une petite main innocente. Et je pense que c'est celle-ci. Ah, innocente, je sais pas trop. La main elle est là, mais innocente, c'est un peu tard. Là. Alors, j'ouvre le truc. Exact. Alors, ouais. Pensez-vous que votre... Alors ça c'est... Alors pensez... Je m'adresse à toi, hein, Cédric. Pensez-vous que votre film pourrait éclairer certains étudiants sur le fonctionnement d'Erasmus? Oui, parce que justement, moi j'ai un fils qui a 19 ans et il part l'année prochaine, donc c'est assez comique que finalement la réalité me rejoigne maintenant. Donc il est en train de s'inscrire, il m'a dit mais dis donc c'est compliqué de faire tout le travail administratif et donc je vois à quel point c'est toujours vrai, enfin ce que raconte le film sur le fait qu'il y a quelque chose de très administratif dans un premier temps et ensuite il y a une impression de liberté, je crois, quand on est dans le pays, qu'on est enfin voilà, quand on a intégré l'université. Donc je pense que c'est assez documentaire d'une certaine façon sur ce qui se passe sur les échanges. Ce qui est certainement différent, et c'est à la limite à vous de me dire aujourd'hui, mais parce que j'imagine qu'il n'y a pas que des Français, il y a aussi des gens étrangers qui sont venus en France, voilà, Erasmus s'est élargi, quoi, et que du coup, il n'y a pas juste les pays européens, maintenant c'est un phénomène mondial. Et ce qui change beaucoup, c'est que les gens croient à ça. C'est-à-dire que je pense qu'au moment où j'ai fait le film, les gens étaient encore dubitatifs du côté positif d'Erasmus. Moi je sais que j'ai donc souvent été questionné là-dessus. Je ne connais aucun étudiant Erasmus qui regrette de l'avoir fait. C'est-à-dire que et c'est vraiment quelque chose de très positif quand on est étudiant, d'aller ailleurs et de rencontrer une autre culture. Là maintenant j'ai l'impression que les gens savent que c'est positif, mais à l'époque les gens n'étaient pas sûrs de ça. Merci. D'accord, merci à vous. Désormais, on est allé un peu plus loin dans l'analyse de ce film. On a réalisé un micro-trottoir et il vous sera présenté par Lina Dridi. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Et je suis là pour vous présenter le micro-trottoir qu'on a effectué avec mes camarades sur votre film, L'Auberge espagnole, et plus globalement sur le programme Erasmus. Comme vous pourrez le voir, on n'a pas pu interviewer uniquement des personnes qui ont vu votre film, puisque la projection a été annulée, mais on s'est quand même dirigé vers des personnes concernées de Paris 13, globalement, qui étaient concernées donc, par le programme Erasmus, et tout en gardant le film en fil conducteur, et en proposant aux gens de s'identifier au personnage principal qui est Xavier. Et les réponses ont été souvent récurrentes, parfois originales, mais toujours pertinentes, donc je vous laisse visionner. On a la chance aujourd'hui d'avoir le marché de Pontoise qui est ouvert à nous pour pouvoir effectuer notre micro-trottoir, et c'est parti. Les pays scandinaves, je pense que c'est plutôt approprié. Ça m'intéresse pas d'aller pour des études à l'étranger. Dans un pays anglophone, les États-Unis ou l'Australie. D'accord. Et donc, oui, je suis parti l'année dernière pendant 6 mois à Budapest. Un semestre en Angleterre? Non, ça m'intéresse pas trop. Je sais pas si je serai encore capable de le faire, c'est une question de budget surtout. Mais ouais, il faudrait que je me renseigne plus que ça. On va en parler davantage parce que j'ai pas été encore. J'ai pas eu d'expérience et dans mon entourage, j'ai pas eu trop d'amis qui sont partis à l'étranger pour soucier leurs études pour me dire comment ça se passe. Je pense qu'il faut le vivre un peu. Culturellement, c'est super intéressant du coup parce qu'on a beaucoup échangé. Et, j'ai appris plein de choses sur les Pays-Bas, j'ai appris plein de choses sur la Grèce, et aussi plein de choses sur l'Angleterre aussi accessoirement. Mais c'est super intéressant culturellement, que des bonnes choses. Culture, t'aimerais en apprendre davantage dans d'autres pays? Ouais, je pense que c'est important de pouvoir voir un petit peu comment ça se passe parce qu'il y a beaucoup de clichés et tout ça, mais
de voir un peu la réalité des choses et puis c'est super instructif aussi. Et est-ce que moi, ce qui m'intéressait le plus déjà c'était de voir les systèmes d'éducation, système scolaire des autres pays pour voir un petit peu les différences, etc. Et puis aussi le bénéfice d'être dans un pays anglophone, je trouve ça génial. Ça m'a permis déjà de connaître un autre pays, une autre langue, d'apprendre plus l'anglais. Bah oui, forcément, partir à l'étranger, ça renforce toujours déjà le caractère, pour gagner en expérience. On a toujours tendance à comparer sa vie qu'on a eue justement dans le pays où on est parti à la France quand on revient. Donc après, je pense que vraiment, surtout à notre âge, c'est super important, à partir de la fin du lycée jusqu'à la fin de nos études, d'au moins essayer de partir une seule fois parce que ça forge vraiment le caractère, on est plus ouvert d'esprit. Donc franchement, c'est que du positif en général. Et même quand ça se passe pas bien dans le pays, même si on a des mauvais souvenirs et qu'on revient, on est tout content de revenir en France, au final, on prend du recul et on se dit qu'au final, on est revenu plus fort et plus grand, plus mature que cette expérience. D'accord. Et vous souhaiterez partir avec Erasmus ou bien à titre personnel? Moi, je me dis Erasmus parce que c'est quand même bien encadré. On a l'occasion justement de rencontrer d'autres étudiants. Partir tout seul, c'est un peu plus compliqué justement de rencontrer des personnes. Tu as plus tendance à te retrouver seul, alors qu'avec un cadre Erasmus, tu es dans une université, et donc forcément tu vas être cadré, encadré, et tu vas dans ta classe, tu vas être obligé de parler justement et pratiquer ces formes. Vous êtes parti avec Erasmus? Non, moi c'était avec un stage à l'étranger. D'accord. J'étais partie en tant qu'étudiante pour poursuivre mes études, donc j'étais en colocation avec deux filles. Il y avait une hollandaise et une grecque. Et ça vous a aidé, vous, personnellement, dans vos études, dans vos projets? Vous souhaitez apprendre la langue, apprendre la culture? C'est ça, on pratiquait déjà la langue et c'était un approfondissement et puis savoir à peu près être plus familier encore avec la culture et puis c'était... Pour trouver un appartement avec les réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai été sur des groupes Facebook et j'ai trouvé très rapidement des colocataires. Par contre, au niveau du budget, c'était le côté assez difficile parce que j'ai pas eu l'aide de mes parents. Et je trouve que cette difficulté n'est pas vraiment abordée dans le film. Surtout au niveau de la coloc. Par exemple, au niveau de l'organisation du frigo, vu qu'on était trois, il faut forcément que chacun ait son étage, où il reste propre. Pas forcément facile. Au niveau de la langue aussi, la difficulté de la langue, c'est pas forcément toujours évident de se faire comprendre ou de comprendre. Surtout que mon but c'était de m'améliorer en anglais, finalement je suis tombé avec deux Espagnols. Espagnol. Ah si, ça je connais. Ouais. Est-ce que le film vous a plu? Oui. J'aime bien l'acteur Claude Marmeil dedans. J'aime bien. Est-ce que c'est le film qui vous a donné envie de partir Je ne peux pas dire que ça m'ait donné envie de partir, mais je suis partie en Erasmus et c'est vrai que c'est assez similaire, c'est une expérience assez similaire. J'avais plus l'impression en voyant ce film que tous les soirs j'allais sortir, j'allais faire la fête, que j'allais faire énormément de rencontres. Ouais, je pense que surtout comment ils abordent le thème de la rencontre des gens comme ça, je trouve ça super intéressant. Donc voilà. Merci. J'espère que ça vous a plu. Et pardon, désolée, je bug là. J'espère que ça vous a plu. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Cédric Clapiche et votre film Le Berge espagnol ont pu connaître et savoir. Et globalement, les gens ont aimé participer ou aimeraient participer au programme Erasmus pour la diversité, pour la découverte culturelle et vivre sensiblement la même expérience que Xavier, qui était le personnage principal. Et voilà. Merci. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ce qui nous amène donc à une personne qui voulait vous poser une question par rapport à votre film. Et voilà, je vous laisse regarder. C'est notre invité Cédric Clapiche. Je serais curieux de savoir comment l'idée de créer un film sur l'Erasmus lui est venue et de savoir quel était le but de ce film, si c'était plus pour
informer de comment se passe un Erasmus ou peut-être de faire de la pub sur l'Erasmus parce qu'à cette période c'était pas très connu encore. Donc j'ai un peu répondu à la question, mais non, je dis que c'est devenu une pub d'Erasmus. Le but, c'était pas de faire une pub d'Erasmus, donc ni même d'informer sur Erasmus. Moi, je voulais raconter, en littérature, on appelle ça le roman d'apprentissage. J'avais envie de raconter l'histoire de quelqu'un qui est à un moment charnière de sa vie, il a 25 ans, il fait des études pour avoir un travail, puis en fait, il fait pas du tout le travail qu'il pensait à la fin. Et pour dire que les études, c'est pas juste apprendre des choses avec des profs et avec des livres. Il y a aussi l'apprentissage de la vie, quoi, l'apprentissage qu'on a. Alors là, lui, c'est presque plus la colocation qui lui apprend des choses que ses cours d'économie. Donc, ou le fait d'être à l'étranger, d'apprendre une autre langue. Donc le film, il raconte ça, il raconte comment, pendant cette année-là, il grandit, il apprend des choses qui sont importantes pour la vie, quoi, et qui ne sont pas scolaires. D'accord, mais pour vous, il n'avait pas un but de promouvoir du coup le programme Erasmus? Non, non, pas du tout. Moi, je pensais que d'ailleurs le programme n'avait pas du tout besoin de moi, quoi. Mais non, non. Encore une fois, c'est compliqué de raconter après coup parce que quand on fait un film, là, on a fait ensemble un film sur le vin. On part d'une intuition ou d'un désir. On se dit voilà, j'aimerais bien parler du vin, ou là, j'avais envie de parler de la vie étudiante. Il se trouvait que Romain, il avait 27 ans à l'époque. Je me disais c'était un peu la dernière année où il pouvait jouer un étudiant et que ce soit crédible. Donc je me suis dit j'aimerais bien me dépêcher. On a écrit le scénario très vite et on a tourné très vite. L'idée c'était vraiment de faire un film sur des jeunes, je dirais. Et j'avais envie de tourner avec des gens qui n'étaient pas connus. À l'époque, Audrey Tautou, elle n'était pas connue. Romain n'était pas connu. Kelly Riley, elle n'était pas connue. Et Cécile de France, pareil, elle faisait son 3e film, je crois. Donc c'était vraiment l'idée de faire un film avec des jeunes et parler de l'enthousiasme et voilà, de l'envie qu'on a quand on a 25 ans. On ne sait pas ce qu'on va faire dans sa vie, on a juste des envies, quoi. Donc le but, c'était de parler de ça. Après, il y a eu ce qui s'est passé, ce qu'on a raconté sur le fait qu'Erasmus est devenu une espèce de phénomène de société. Et même je dirais qu'au-delà d'Erasmus, les gens maintenant voyagent. À l'époque, avant 2000, par exemple maintenant un ingénieur, très souvent il va travailler en Afrique, il va travailler en Australie, il va travailler en Allemagne. Quand on fait un travail aujourd'hui, très souvent on voyage. Et donc les gens qui peuvent se sentir proches du film, c'est parce qu'ils ont connu 6 mois à l'étranger ou 1 an à l'étranger, et ils peuvent s'identifier au film, mais ça dépasse le phénomène Erasmus, je pense. Mais en tout cas, le film, il est venu à un moment où avant, ça se faisait pas de voyager. Moi, quand je suis sorti du lycée, avec un copain, on voulait aller à Toulouse, et ça me paraissait une espèce d'expédition incroyable. Les choses ont complètement changé pour votre génération, quoi. En tout cas, je vous remercie, et merci à vous aussi. Au revoir. Maintenant, nous allons parler de Ce qui nous lie. Donc, il s'agit de votre film, Cédric Lapiche. Donc, un film qui s'aventure en Bourgogne et qui raconte l'histoire de Jean, Pio-Marmeille, un homme qui allait faire le tour du monde et qui revient 10 ans après. Donc, il retrouve sa sœur Juliette et son frère Jérémy et décident tous les trois, suite à l'annonce du décès de leur père, de se retrouver autour du vin qu'ils produisent. Donc, nous allons maintenant diffuser la bande-annonce. Effectivement. C'est parti. Petit, tous les matins je regardais par la fenêtre et je me disais, tous les matins ça change. Un jour puissant fini et des ailes dans les yeux, fuis la route, suis le fil. J'ai eu envie de faire le tour du monde. Du soleil dans mes cieux. Et voilà, j'ai fait le tour du monde. Jean? Jean? C'est pas vrai. Tu sais combien de temps ça fait que t'as pas de nouvelles? 4 ans et 11 mois. Putain Juliette, ça fait des mois qu'on s'occupe de papa, qu'on s'occupe du domaine, qu'on s'occupe de tout. Et lui il est là, il vit. Quoi? Mais qu'est-ce que tu connais à ma vie, toi? Parce que là on est d'accord, je connais rien de ta vie. Raisin rouge pour médaille, une bataille. Oh, enfin je me dis que je suis plus parti pour fuir. Mais t'es revenu. Quand le voyage m'en l'a. L'amour c'est comme le vin. Ce qui nous lie est là. Faut du tour. Ça donne pas envie de rester là tout ça?
rare, celui-là c'est conseils. Qu'est-ce que... Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles. Ouais, j'ai pas entendu. Oh, c'est pestiflu, là, partout. Ça pétard dans les papilles. Qu'est-ce qu'il veut raconter là, tu crois? Oh, regardez, je ne suis qu'un petit verre de terre. Plastico, je suis qu'un aussi. On va se boire un coup. Donc on retrouve dans ce film cette envie de voyager, de découvrir l'étranger. Donc j'ai une petite question pour vous, Pio Marmaille. Pouvons-nous dire que le personnage de Jean vous ressemble sur quelques points comme le goût du voyage par exemple? Ouais, oui, pas que. Hein, je pense que c'est un peu le personnage de Jean, c'est un peu un personnage qui est dans la continuité du personnage de Xavier quelque part. Enfin, tu me dis si je me trompe, enfin, en tout cas dans les grandes lignes, c'est-à-dire il y a ce sentiment qu'on grandit aussi en allant voir ailleurs, pas simplement en restant là où on est né, tu vois, que ce soit à Paris ou que ce soit en Bourgogne. L'idée c'est aussi de ce que raconte un peu le programme Erasmus, que j'ai pas fait, mais c'est aussi que par le voyage, par la rencontre de l'autre, par la rencontre d'autres cultures, on arrive à se remplir un peu d'autres choses que ce qu'on peut recevoir comme ça dans l'endroit où on vit depuis qu'on est microscopique, tu comprends? Alors il y a ça, parce que moi j'ai beaucoup voyagé aussi, peut-être pas quand j'étais étudiant, j'ai fait mes études à Saint-Etienne, donc c'est pas si loin que ça, mais avec mon travail après quand j'ai fait du cinéma, c'est vrai que pour vendre des films ou pour même en tournage et au théâtre, j'ai beaucoup voyagé, un peu en Europe et un peu dans le monde. C'est une chose que je fais encore beaucoup aujourd'hui, et que j'ai l'impression que ça me remplit aussi. Après je suis plus âgé, j'ai 33 ans, j'ai aussi besoin de remplir de construire ma vie ici avec ma femme et tutti quanto. Et alors du coup je me suis perdu dans ce que je voulais dire, parce que là je suis parti dans un truc un peu personnel. Oui, alors évidemment, Jean, oui voilà, est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Ah bon, ouais. Merci. Alors moi j'aurais une question, c'est pour vous deux. Pourquoi le monde vignoble? Pourquoi s'intéresser à... C'est original comme idée de s'intéresser à... Eh ben justement, c'est ça qui est bien quand on fait un film, c'est de faire des choses sur quelque chose que les gens ne connaissent pas. Donc au moment de l'auberge espagnole, c'était sur Erasmus. Et puis là, c'est sur le vin, où même si beaucoup de gens consomment du vin, ou il y a beaucoup de gens qui ne consomment pas de vin, même les gens qui consomment beaucoup de vin, finalement, ils ne savent pas comment est fait le vin, quoi. Donc là, l'intérêt, c'était de rencontrer des vignerons et de voir qu'est-ce que c'est un an de la vie d'un vigneron, quoi. Et donc là, ils sont 3 frères et sœurs, et de rentrer dans le quotidien de comment l'année passe et comment les saisons forcément influent beaucoup sur leur vie, parce que c'est plus vrai à la campagne qu'en ville, l'influence des saisons. Donc voilà, c'était un film vraiment qui était plus sur la nature et sur... le vin, c'était une excuse, c'est un film qui est là pour parler de fraternité. C'est-à-dire qu'on essaye de voir pourquoi être frère et sœur, c'est le début de la fraternité, quoi. Donc c'est plus un film sur la relation entre les frères et la famille, plus qu'un film sur le vin. J'avais une autre question, c'est que dans vos films, c'est surtout la jeunesse qui voyage. Il n'y a pas vraiment de personnes, entre guillemets, âgées, plus âgées, voilà, qui vont voyager. Donc est-ce qu'il y a un film, peut-être bientôt, sur une personne qui va voyager, et non pas forcément la jeunesse, et pourquoi pas Pio Marmaille pour l'incarner? Un vrai vieux qui travaille. Tu me considères comme une personne âgée, c'est ça? Alors, moi qui suis plus âgé que Pio, et je voyage beaucoup, non, le truc c'est que moi j'aime bien faire des films. Là par exemple, j'ai vraiment choisi que les 3 personnages, ils ont entre 25 et 30 ans. Si j'avais fait un film où les gens avaient entre 40 et 60 ans,
moi, il y avait vraiment un problème de parler du vin avec des gens de 40-60 ans. Là, j'avais envie de parler des jeunes qui font du vin. Et je trouve que, je pense en tout cas qu'on a réussi ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une jeune génération de gens qui font du vin et qui avaient des problématiques nouvelles, le vin bio, le vin naturel, des choses comme ça, qui n'étaient pas la problématique des gens qui ont mon âge, et du coup, ils ne font pas du vin de la même façon. Je pense que si dans l'Auberge espagnole ou là, dans ce film, il y a des gens qui ont entre 20 et 30 ans, c'est parce que c'est un âge qui m'intéresse, parce que c'est un âge où il y a des choix à faire, il y a des choses qu'on apprend et on est dans un état d'innocence parce qu'il y a vraiment des choses très importantes de la vie qu'on apprend. Quand on a mon âge, moi j'ai 56 ans, il y a un truc où il y a moins la notion d'apprentissage, il y a plus quelque chose qui est là et puis on fait plus la même chose chaque année, donc il n'y a pas le côté effervescent, donc je trouve que c'est plus photogénique de parler de cet âge-là. Après, ça ne veut pas dire que je fais que des films de gens de 25 ans, mais en tout cas, je pense que si dans mes films il y a ça, c'est parce que dramatiquement, c'est plus facile, je trouve. 56 ans, c'est jeune. Hein. Wow. Je suis d'accord. Vous pouvez encore. Hein. Par contre, 33 ans, c'est un peu vieux. Ouais, c'est ça. Non, mais après, c'est parce que là, je suis fatigué. C'est parce que là, je suis particulièrement marqué, mais globalement, j'en parais plus 22, quoi. Vous l'avez vu, à l'image, on dirait que j'ai 22 ans, alors qu'en fait, j'en ai 10 de plus. Alors, est-ce que le public a des questions? Ouais. Vous avez des questions? Je dis juste une chose parce qu'il ne le dit pas, il est en train de faire la promotion du film d'Alain Chabat qui va sortir dans peu de temps, un film où Alain Chabat joue le Père Noël, et c'est pour ça qu'il est fatigué. Non, mais je suis pas vraiment fatigué, non, pas du tout. Pas du tout. On se perd dans une explication qui n'a pas vraiment de sens. Allez au cinéma la semaine prochaine. C'est clair? Ça s'appelle Centre et compagnie, vous allez bien vous marrer. Si vous avez des enfants, vous pouvez venir avec. Si vous en prenez un dans la rue, vous venez avec, ça fait plus d'entrée. Vous démerdez, vous allez au cinéma. N'hésitez pas à poser des questions, surtout, hein. Allez-y. Alors moi j'avais une question plutôt, c'était par rapport à votre filmographie. Vous êtes un réalisateur qui est quand même assez sur l'urbanisme, dans des milieux assez urbains. Et ça m'avait pas mal surpris dans, justement, vous avez fait Ce qui nous lie, qui est justement dans la Bourgogne. Alors pourquoi ce choix, alors que vous avez quand même beaucoup travaillé avec la ville, d'aller à la campagne? Alors justement, le but pour moi c'est de changer, quoi. C'est-à-dire que moi j'aime pas les réalisateurs qui font toujours le même film, et j'ai besoin de me pousser à aller voir ailleurs, quoi. Donc à pas m'inscrire dans une façon de filmer ou dans des thèmes qui reviennent tout le temps et tout ça. Donc il y a des choses qui reviennent, malgré moi, je dirais, mais plus le décor est différent et plus ça me pousse à faire des choses différentes. Donc là, clairement, je crois que j'en avais marre de filmer les villes. C'est mon 12e film et j'ai fait 11 films. Je crois qu'il n'y a même pas une image de campagne dans mes 11 films, quoi. C'est hallucinant. Il y a une forêt dans un film, je crois. Et j'avais pas remarqué à quel point j'étais totalement urbain, quoi. Donc c'est vrai que le premier jour de tournage, il y avait Pio qui était sur la route au milieu des vignes. Je me suis dit, mais c'est super tranquille ici. C'est pas du tout pareil que de tourner dans des rues, quoi. Donc j'avoue que j'ai adoré ça. Et le rapport à la nature, enfin, je me suis dit voilà, que j'étais idiot d'avoir fait des films que dans des villes, quoi. D'autres questions? C'est le moment, hein. J'en ai peut-être une pour vous, Pio. Marmaille. Pourquoi avez-vous décidé de jouer dans le film de Cédric Clapiche? Pourquoi j'ai décidé je pense déjà j'avais envie de travailler avec Cédric dans ma vie à un moment. Quand on est acteur, enfin je sais pas, imaginez que vous êtes acteur, bon, Cédric Clapiche vous dit est-ce que tu as envie de travailler avec moi? Bon, globalement oui, mais enfin je ne sais pas. Qui dit oui? Moi je dis oui. Voilà. On va dire on a 98%, vous n'avez pas envie de voter parce que vous ne comprenez pas ma langue. Voilà, donc disons que c'est quand même 100% de oui. Donc moi j'étais hyper excité à l'idée de travailler avec lui. Et en plus c'était un projet assez particulier parce qu'on a tourné pendant 10 mois, enfin en tout cas sur 10 mois. On a tourné 4 fois à peu près, sur les 4 saisons, entre 2 semaines et un mois et demi. Donc il y avait, non seulement c'était un travail collectif, je veux dire, avec Cédric, mais en plus il y avait une démarche humaine qui était assez rare, quoi. C'est-à-dire de pouvoir, un film en général ça se fait en 7 semaines, 8 semaines.
Mais là, il y avait vraiment un truc sur la longueur et sur comme une sorte de laboratoire de travail et d'expérimentation aussi sur le processus de fabrication du vin. Et donc il y avait une sorte de découverte aussi et puis comme une sorte de laboratoire. C'était très excitant, quoi. Et du coup, j'étais assez hystérique. Avec le recul aujourd'hui, je trouvais que c'était un truc qui était fondamental dans ma carrière et même dans mon rapport au travail pour les films d'après. Mais comment vous vous êtes rencontrés en fait? Vous avez fait un casting ou bien il vous a remarqué ou bien... Alors, en fait, il a fait un film avec ma femme. C'est comme ça qu'on s'est... ma femme est réalisatrice aussi. Et elle a fait un film qui s'appelle Contre toi, dans lequel il joue. Et donc, moi, je suis venu plusieurs fois sur le tournage et on s'est rencontrés. Et en fait, c'est après, dans un festival, c'est à Angoulême, où on a dîné ensemble. Enfin, on était plusieurs à table et on a bien rigolé. Et à la suite de ça, tous les deux, on s'est dit on aimerait bien travailler ensemble. Et donc, je cherchais un sujet ou un film à faire avec Pio. Et donc, je lui ai dit je pense à quelque chose pour toi, tu pourrais être un prof de karaté. Et donc, voilà le résultat. Donc, un jour, je lui ai dit ça. C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est soit, il m'avait dit, c'est soit un film sur un mec qui fait du karaté, qui va apprendre à des filles à se ranger, soit un film sur le vin, mais j'hésite encore. Et bon, la direction a été prise du film sur le vin. Après, il n'y a pas de karatéka, il n'y a pas de nunchaku. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut toujours arriver. Ouais. Ah, donc il peut y avoir le film sur le karaté. On n'en sait rien. Ça a l'air bien. Hein. On n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. Ah bon. D'autres questions? Ah oui, devant. J'avais une question pour tous les deux, et c'est surtout, moi je suis étranger, je ne suis pas français, je ne connais rien en vin. Donc du coup, pour faire un film sur le vin, ça parle d'une histoire de vie bien sûr, mais je pense qu'il a fallu quand même un peu de préparation, des recherches techniques par rapport au vin, et pour écrire, et aussi pour jouer un rôle de quelqu'un qui travaille dans une famille des vignerons. Des vignerons. Ouais, des vignerons. Donc, c'était comment cette préparation? Alors, moi, j'ai commencé à me documenter très tôt parce que en 2010, j'ai été regarder les gens faire des vendanges, j'ai pris des photos, j'ai parlé avec pas mal de vignerons. Donc, il s'est passé, on a tourné en 2015, donc pendant 5 ans, je me renseignais, disons, sur le métier de vigneron. Donc, c'est beaucoup en parlant avec des vignerons, finalement, que je me suis documenté. Et notamment, il y a celui qui joue Marcel dans le film, Jean-Marc Rouleau, qui est un vrai vigneron, qui est le seul que je connais, en tout cas, qui est acteur et vigneron. Il a vraiment 2 métiers. Et lui, en fait, on a fait le film chez lui, c'est-à-dire que les vignes qu'on filme, les vendangeurs qu'on filme, c'est ses vendangeurs, c'est ses vignes. Et tout le temps, moi, avec le scénariste, il nous corrigeait le scénario par rapport à des choses qui étaient trop urbaines ou parisiennes. Et puis ensuite, ça a été, quand il jouait avec Pio, avec Anna Girardot, avec François Civil, il leur indiquait les gestes pour boire, pour être crédible en tant que vigneron, les activités dans les vignes, quand ils doivent faire la taille pendant l'hiver ou qu'ils doivent répandre des produits, il y a des gestes à apprendre. Et donc c'était vraiment lui qui servait de professeur et plus que de conseiller technique, il nous donnait la réalité de ce métier-là. Et oui, c'est vrai que ça c'était vraiment un plus parce que, enfin, je veux dire, de travailler avec un acteur qui en plus, dans son vrai travail, c'est 50-50, c'est de faire du vin et en plus sans doute un des meilleurs morceaux de Bourgogne. C'est sûr que c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a vraiment une référence sur le plateau en permanence où s'il y a le moindre truc qui paraît un tout petit peu qui sonne faux, qui paraissent un peu à côté, il est tout de suite là pour récupérer soit le geste, soit la langue. Enfin, c'est vraiment un bonus, quoi. Et puis après, il faut boire. Je pense qu'il ne faut pas non plus pas de tourner autour du pot. On fait pas un film sur le vin en buvant de la flotte. Je parle le week-end, hein, d'accord. Je parle de vendredi soir au samedi, tu vois.
il faut boire un peu de vin, il faut découvrir. Enfin, non mais ça paraît con ce que je dis, sans forcément tomber dans l'ivresse. Dans tout le film, quand on est ivre, on n'est absolument pas ivre, parce qu'on ne peut pas travailler sur un set de tournage avec 50 personnes pendant 10 heures en étant bourré, c'est absolument impossible. Et ce serait épuisant, je veux dire, même pour le corps, tu vois, on sera alcoolo quoi. Non, là ça demande une grande sobriété, mais par contre c'est vrai qu'il y a quand on est arrivé en Bourgogne, c'est vrai que la première fois, forcément on est passé par de la dégustation. Il faut découvrir aussi ce que c'est la signature d'un vin, quelles sont les différences entre les différentes appellations, les différents villages, et pour ça il faut goûter. Donc on peut recracher, on peut pas recracher. Moi évidemment j'aime pas trop gaspiller, donc je gardais plus pour moi. Mais toi aussi d'ailleurs, parce que tu rigoles. Mais du coup oui, c'était hyper plaisant. Et puis, mais par contre c'était quand même très bien encadré quoi. C'était pas, tu vois, on n'était pas lâché n'importe où. On a vraiment rencontré des gens dont c'est le savoir-faire, il y a une vraie dimension artisanale que j'ai découvert moi qui m'a assez fasciné quoi. Vous avez appris. Énormément appris, ouais. Et tout ce qu'on fait, le foulage, tout ce qu'on fait dans le film, ça a donné un vin d'ailleurs, une cuvée qui s'appelle la cuvée Ceux qui nous lient, que malheureusement j'ai déjà quasiment fini. Enfin en tout cas, il reste au bureau. Super, on parle tout à l'heure. Non mais du coup c'est vraiment, moi c'est la première fois que je fais un film où en plus d'un film il y a un produit, je dirais un produit qui est une bouteille, qui est une bouteille de vin qu'on a en partie, on a participé à la fabrication de ce vin. C'est pas nous qui l'avons fait, mais chaque étape on y a participé, donc je suis assez fier de ça en plus quoi. Oui. Bonjour. Moi j'ai deux questions. D'abord concernant le vin, est-ce que la scène de la fête de la fin des vendanges est une scène réelle? Est-ce que vous aviez vraiment tous beaucoup bu et ça s'est fait très naturellement? Ça c'est la question un peu drôle. Et l'autre question, c'est que tout à l'heure vous avez parlé de vigneron et pas de vigneronne. Et ce qui m'a frappé dans le film, c'est qu'il y a quand même une femme, enfin il y a Juliette dans la fratrie qui fait du vin et qui le fait bien. On voit qu'il y a un milieu quand même très très masculin. Est-ce que c'était un choix de montrer que dans ce milieu très masculin du vin, des vignobles, eh ben, il y avait aussi une nouvelle génération de femmes qui s'intéressaient au métier et qui étaient capables aussi de produire quelque chose de bien? Alors je réponds d'abord à la deuxième question. En fait, c'était pas volontaire au départ, mais c'est vraiment le fait d'avoir passé un an là-bas. Et par rapport au personnage de Juliette, où assez rapidement avec le scénariste, on s'était dit c'est elle qui est plus douée que ses frères à goûter. Et on était quand même entouré, la femme du Jean-Marc Rouleau dont on parle, Alix de Monti, elle fait aussi du vin et elle est très connue en Bourgogne. Et puis il y a une autre femme vigneronne qu'on a rencontrée, qui est Alox Corton, et où je sais que ça a été un exemple pour Juliette, pour Anna Girardot. Et du coup elle s'est beaucoup inspirée de ces femmes-là et elle raconte beaucoup, c'est des femmes qui ont entre 40 et 50 ans, que c'était très difficile pour elle de devenir vigneronne et qu'aujourd'hui pour une femme de 30 ans c'est plus du tout difficile, c'est-à-dire que vraiment il y a eu un travail qui a été fait sur 10-15 ans où là aujourd'hui il y a beaucoup de vigneronnes, donc le travail est fait je dirais. Et en plus il y a eu des vigneronnes prestigieuses en Bourgogne, Anne-Claude Leflèvre notamment qui a vraiment ouvert la voie, ce qu'on appelle la biodynamie, c'est elle qui a amené la biodynamie en Bourgogne et donc du coup elle est connue pour ça, elle est morte il y a 2 ans, mais en tout cas il y a des grandes figures féminines maintenant dans le monde du vin. Et du coup c'était un milieu très masculin et c'est devenu un milieu mixte. Donc j'avais envie que le film raconte ça. Mais c'est vrai qu'au départ je ne pensais pas que c'était un sujet, disons. Donc c'est vraiment en restant là-bas que j'ai compris que c'en était un. Et puis bon, on en avait beaucoup parlé avec Anna Girardot et ça c'est venu de nos discussions. Et la première question, alors c'était sur... il a un peu répondu sur la scène de la fête. Donc non, personne n'a bu de vin pendant la fête. Mais c'est compliqué, justement, même pour les acteurs et pour les figurants, de jouer des gens bourrés pendant 2 jours. C'était 2-3 jours de tournage. C'est assez technique, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini une façon d'être bourré, et François Civil ou Pio Marmaille n'ont pas la même façon de jouer bourré, ou Anna Girardot, moi, en fait, justement, au début, quand ils ont dégusté du vin et qu'ils étaient assez bourrés le premier jour en arrivant en Bourgogne, je les ai filmés, comme ça j'ai gardé une trace de comment ils sont en vrai quand ils sont bourrés. Et je leur ai pas montré le film pendant 6 mois, puis quand on a fait la scène, je leur ai dit non, là c'est pas comme ça, en vrai. Et du coup, ils étaient assez étonnés de se voir dans cet état-là.
Et du coup, je pense qu'ils jouent bien parce qu'ils avaient ce petit film en référence. Je sais pas si je me trompe, mais... C'est juste. Après, moi, je ne me laisse jamais aller. Hein. Je bois très peu. Je suis quelqu'un qui est vachement dans la retenue. Donc c'est vrai que c'est la seule fois où j'étais un peu ivre parce que c'est vrai qu'il m'avait poussé à bout. Il m'avait dit il faut que tu bois, pour que je puisse te filmer. Donc c'est les instants volés. Je t'en veux encore beaucoup. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça fonctionne bien sur le film. En revanche, c'est vrai qu'on était tous particulièrement sobres. Et Anna Girardot, ce qu'elle fait là quand elle parle, je sais plus la phrase qu'elle dit. D'ailleurs, il n'y a même pas vraiment de phrase. Elle nous signifie un truc, et quand elle l'a dit, le contre-champ quand c'est sur nous avec François, j'étais tellement surpris, je me dis mais qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Je pense que cette prise que tu as dû garder, parce que moi je comprenais absolument rien, et ça me paraissait crédible. Parce qu'il y a plein de gens quand ils essayent de jouer l'ivresse, c'est toujours un peu à côté, ou c'est un peu too much, ou c'est un peu trop signifié. Là je trouve que c'est assez fin, et c'est un des états les plus durs à, je trouve, techniquement à trouver quand on est acteur, pour que ce soit, faut toujours que ce soit sur le fil. Et je pense que la solution, je vous le dis, si jamais on vous menace avec un pistolet et on vous dit jouez tout de suite quelqu'un d'ivre, sinon je vous tire dessus, dans ces cas-là, il faut parler lentement et essayer absolument de surarticuler pour vous faire comprendre. Et plus vous allez essayer d'articuler, plus vous allez essayer de vous faire comprendre, plus on aura l'impression que vous êtes sous. Alors que très souvent on fait l'inverse. On essaie de... En fait ça marche pas. Parenthèse refermée. Hein, de toute façon c'est le cadeau, tu te démerdes avec ça. Merci. Ouais. D'autres questions? J'ai une question sur Mike. Généralement, dans vos rôles, bon, je ne connais pas toute votre filmographie, après, vous jouez souvent des personnages qui sont en confrontation avec leur famille. Est-ce que c'est des rôles que vous préférez à d'autres? Je pense que j'ai dû faire un film qui a dû lancer un peu ce truc-là, c'est quand j'ai fait Le premier jour du reste de ta vie il y a 10 ans. Où c'est devenu un film un peu marquant comme ça, évidemment sur la famille, sur les liens entre les frères et sœurs, le père, la mère. Et en France, il y a quelque part, j'ai l'impression, quand on fait un film qui marche un peu, il y a parfois une demande aussi de la part de certains metteurs en scène aussi de retrouver un peu quelque chose qu'ils ont déjà vu. Et forcément, j'avais pas forcément la position toujours d'aller vers des films aussi d'expérimenter d'autres types de personnages. Après, je fais mon maximum pour changer, pour faire différentes tentatives et explorer différentes choses. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus le choix d'essayer d'autres choses. C'est pour ça que là, j'ai fait un film avec Alain Chabat qui n'a absolument rien à voir. C'est encore une autre, c'est un truc beaucoup plus farfelu, poétique et drôle. Et le film que je fais après n'a encore rien à voir, mais c'est vrai je pense que peut-être qu'en France, dans le cinéma, on traite aussi beaucoup de ça, de la famille, un peu. En même temps, je réfléchis à ce que je dis en même temps que je te réponds, parce que du coup, j'essaie de faire d'avoir un regard un peu objectif. Peut-être que c'est implicite en même temps. Je me rends pas forcément compte, mais peut-être qu'aussi scénaristiquement, ça crée aussi de l'aventure. Enfin, en tout cas, ça crée de la dynamique, je veux dire, dans un scénario. Mais c'est vrai que vous n'avez pas tort. Donc, est-ce que j'ai raté mon début de carrière? Je sais pas. Peut-être que... Eh merde, j'ai un peu raté le truc, parce que j'ai fait toujours la même chose. Ça, vous voulez dire? Du coup, il y a une sorte de décision. Vous êtes déçus? Vous trouvez ça chiant? Non, c'est juste que les seuls films que j'ai vus, il y avait souvent ça. C'est vrai. Ah, merde. Bon, non mais je vais essayer de faire autre chose. Écoutez, sur la suite, je vais essayer de diversifier un peu plus. Bah justement, on va diffuser la bande annonce. Oh, transition. C'est parti. Bande annonce. Là, vous êtes encore en edge, ici, c'est quoi? Comment ça se passe? Parce que là, ça faut voir avec la direction, parce que normalement, vous avez des petites antennes aussi qui vous permettent de booster aussi au niveau du flux. La 4G, elle est pas terrible. En attendant, on peut se poser une question, peut-être... non, ça va partir. Il y a une pub en général. YouTube, au pire. YouTube. Bon, vous avez d'autres questions? En attendant, tu vois, mets l'autre côté, et puis on pose peut-être une autre question en attendant, si vous voulez. Une autre question? Est-ce que vous avez des projets, c'est l'affiche, des projets de films dont vous pouvez nous parler un peu?
Alors, j'en ai et je peux pas en parler. Non, c'est-à-dire que j'écris un scénario de long métrage et comme je suis en train de l'écrire, c'est flou, quoi. Donc c'est une histoire, c'est une comédie. Alors justement, il y a un rôle pour Pio Marmaille qui ne serait pas ni un frère ni un membre d'une famille, donc ça c'est quand même... Ça commence déjà à... Je sais tout de suite. Et non, disons que c'est une comédie un peu fantastique, une comédie d'aventure. Donc je peux pas tellement en dire plus parce que tout risque de changer dans 3 jours, donc voilà. La bande-annonce est prête. C'est parti. Eh ben ça avance bien tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud là. Agnès? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour là, tu fous. Vous là maintenant? Ben oui, là, maintenant, son enfant. Il faut sortir les dos de la hotte, là. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un rein à plat à l'avant. C'est des suicides. Elle est marrante, elle a un aller-retour, pif pouf, appelle à tous les reins, on rentre dans une sorte de turbulence. On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Top, 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 top. Je cherche ton rayon lutin. Donne-moi 92 000 comme ça. Mais bien sûr. Non. Non. Klaus. Prénom. Santa. On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant. Ça va aider pour mes lutins. Ok, on va faire stupéfiant direct. Ouais. Moi, je suis votre avocat, je suis là pour vous aider. Vous comprenez que vous êtes en prison? Oui. Non, je sais ce qu'est une prison. Merci, je fabrique des monopolies. Donc, donnez-moi des dés, je fais un double et je sors. Est-ce qu'on peut faire un tour de reine? Non. S'il te plaît. Non. Est-ce que t'as la moindre idée de ce qui va se passer si pour la première fois dans l'histoire de Noël, les enfants n'ont pas de jouets? Non. Si je sauve pas mes lutins, il n'y aura pas de Noël. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. Vite, on n'a plus le temps! Ça me fait réaliser que tout n'arrive pas magiquement comme ça. Qu'il faut se battre aussi pour les gens qu'on aime. C'était le discours de Miss France l'année dernière. Beaucoup. Comment on dit bonjour en reine? On dit Non, pas du tout. Là, vous avez dit veux-tu un yaourt à la fraise, aucun rapport. Oui, du coup, il en veut bien. Alors on voit que c'est un film qui est très familial, qui est en accord avec la période de Noël. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ce film? Comment ça s'est passé, la réalisation, etc. Comment ça s'est passé? C'était une grosse machine. Hein. Là, on était sur c'était 4 mois de tournage, 17 semaines, je crois, de tournage. Bon, il y a beaucoup de studios, beaucoup d'effets spéciaux, les animaux. C'est vraiment un film de Noël. C'est-à-dire que c'est une comédie familiale, mais avec l'humour d'Alain Chabat. Je ne sais pas si vous connaissez Alain Chabat qui participe, bon bref, quelle question à la con. Donc, tu peux y aller avec ton enfant, mais tu peux aussi y aller avec ta propre personne de 35 ans et rigoler. C'est ça l'avantage aussi. Mais c'était un... Je suis en plein dedans, donc je ne me rends pas vraiment compte. Là, c'est la promotion, donc c'est un moment assez délicat parce que tout le monde évidemment est tendu par rapport à la sortie du film. Là, je vous parle off the records, comme ça, je vous explique comment ça se passe un peu dans le processus d'un film. Et c'est vrai que ça demande... on fait des tournées, on vend les films à la télévision, on fait beaucoup d'articles. Enfin, c'est une sorte de... Là, on lâche le bébé, quoi. C'est comme quand on a sorti notre film, c'est toujours un moment assez délicat. Je dirais où on est un peu fébrile, forcément. On ne sait pas trop comment les gens vont prendre le film, même si on peut avoir des bonnes critiques, il y a toujours... C'est assez dur, en fait, ces moments-là. C'est assez dur. Moi, j'adore faire ça, mais c'est assez dur. Quoi. Mais moi, j'ai adoré le film. Et en général, j'ai beaucoup de mal à voir les films que je fais. Celui-là, je l'ai vu avec un plaisir, je me suis beaucoup amusé. J'ai pris aussi énormément de plaisir à voir celui-là. Je dis tout de suite parce que, non, c'est vrai parce que sinon après ça crée des tensions. Et en plus c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on termine? Ok, Fabio.
Merci. C'est à peu près la même question qu'on a posée à M. Clapiche. C'est pour vous, Pio, et des projets à long terme ou à court terme, mais surtout, est-ce que, éventuellement, dans un moment donné, vous verriez dans le rôle de M. Clapiche? De faire un biopic sur Cédric? Non, je demande de réalisateurs. D'abord, les projets à venir. J'ai un autre film de Pierre Salvadori qui va sortir au mois de mars-avril, je pense. Après, j'ai pas vraiment de date parce que Pierre met un temps interminable à monter. Bon, c'est chacun son truc, hein. Il met un temps fou. Et qui s'appelle Remise de peine. Et après, je commence un long métrage là au mois de janvier, début janvier, un premier long métrage d'une femme qui s'appelle Audrey Diwan avec une comédienne qui s'appelle Céline Salette. C'est pas du tout, c'est pas une comédie du tout. C'est un drame familial, putain. Encore une fois, ça revient, mais c'est assez dur. Et puis, par contre, pour ma position de réalisateur, je ne sais pas encore. J'ai fait des spectacles, j'ai écrit des spectacles au théâtre que j'ai mis en scène, dans lesquels je ne jouais pas. Mais je trouve que je vais déjà essayer d'être pas trop nul comme acteur. Et après, je verrai, parce que je trouve qu'il faut chacun son travail. Moi, c'est vrai que il y a plein d'acteurs qui font des films à un moment. Je trouve ça, je les respecte parfaitement, mais moi, ma position, c'est que acteur. Ça paraît un peu triste ce que je dis, mais en fait pas du tout. Je suis très heureux, hein, je vous le dis. Mais c'est juste que je laisse faire les professionnels. Et tiens Cédric, est-ce que toi tu voudrais être acteur? Ça c'est une question que je jamais posée. Eh ben, je vais répondre la même chose que toi. Je pense que chacun a sa place. Et non, je pense que je suis assez mauvais acteur, donc je me borne à apparaître dans mes films et à faire le figurant. Parce que ouais, non, je crois pas être très bon en tant qu'acteur. D'autres questions ou bien... Je pense un dernier mot peut-être pour clôturer cette rencontre. Je voulais dire tout à l'heure en fait, parce que c'est un truc qui m'a marqué par rapport à Erasmus. Après avoir fait l'auberge espagnole, on m'a demandé de faire une projection à Bruxelles pour que les gens de la communauté européenne, les députés européens voient le film et tout ça. Donc il y a eu une grosse projection. Et du coup, j'ai vu à quel point la communauté européenne et le bâtiment de l'Europe à Bruxelles est une auberge espagnole. C'est-à-dire que je ne pensais pas que c'était le bordel à ce point-là. Parce que, comme dans l'auberge, c'est des gens qui parlent des langues différentes. Et donc, à la cafétéria de Bruxelles, il y a des gens qui parlent grec, enfin, toutes les langues de l'Europe. C'est assez troublant à quel point ça ressemble au film, en fait. Et donc, du coup, ils ont beaucoup aimé le film, et en fait j'ai déjeuné avec un monsieur qui m'a dit qu'en fait il était avec celui qui a voulu créer Erasmus, c'est Jacques Delors qui est le père de Martine Aubry, et c'est lui qui rédigeait les discours parce que il m'a dit pendant 10 ans personne ne voulait que ça existe et personne n'y croyait. Et il m'a dit, c'était moi qui rédigeais les discours de Jacques Delors, et il m'a dit un truc qui m'a beaucoup ému, c'est qu'il m'a dit, c'est fou, quand j'ai vu votre film, il m'a dit, j'avais jamais pleuré au cinéma, alors que tout le monde riait dans la salle, lui il pleurait, et il disait, parce que moi j'ai passé 10 ans à écrire des dossiers, à faire un travail de fourmi très dur, parce que voilà, la communauté européenne, tout le monde se dit, voilà, c'est très administratif, on propose un truc, et puis ensuite il est discuté, et puis ça dure des années. Il disait, pendant 10 ans, on pensait vraiment que ça allait jamais exister. Et puis ça a existé, et il me disait, quand j'ai vu le film et que je voyais que ça devenait la vie des gens, ça m'a beaucoup ému, et je trouve que ça dit quelque chose sur la politique, sur le fait que aujourd'hui la politique c'est beaucoup dénigré, et c'est un travail qui est un peu justement de fourmi, et c'est un travail un peu ingrat, et je pense souvent à cette histoire-là de ce monsieur qui a fait ce truc-là, et voilà, ça change la vie des gens, quoi. Donc voilà, j'y pense aujourd'hui où il y a 30 ans d'Erasmus. Merci à vous. Alors, Myriam, tu voudrais bien clôturer? D'accord. Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir. Vous pouvez nous suivre sur notre site webradio.univ.paris13.fr, et un tonnerre d'applaudissements pour nos invités. Merci beaucoup à vous, merci d'avoir organisé ça. Merci José. Hyper cool. Merci bien.